Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission aura pour thème le changement climatique et son effet sur l'économie marocaine. Pour parler de ce sujet qui ne concerne pas uniquement le Maroc, mais toute la planète, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Abdel Sahibi, directeur général de la météorologie nationale. Monsieur Sahibi, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Monsieur Sahibi, permettez-moi de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Vous êtes titulaire d'un doctorat en géologie, n'est-ce pas? Vous avez occupé pendant une quinzaine d'années des postes de responsabilité au sein du département d'environnement. Vous avez ensuite intégré le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger. Vous y avez fini comme secrétaire général. Vous avez été ensuite détaché au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en tant que coordinateur national, puis coordinateur du portefeuille climat. Et à ce titre, vous étiez en charge de ce qu'on appelle aujourd'hui les contributions déterminées au niveau national, connues par l'appellation CDN, et qui ont été instaurées après la COP21, après l'accord de Paris. Entre autres. Entre autres, voilà. Et depuis février 2023, vous êtes nommé directeur général de la météorologie. Une première question, Monsieur Sahibi, si vous le permettez. Le public marocain ne connaît pas très bien la direction générale de la météorologie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous la présenter, son historique, ses prérogatives, attributions justement pour le suivi du temps, du climat, de l'eau, d'environnement, éventuellement son organisation technique sur le terrain justement pour accomplir sa mission? Merci. Merci pour l'invitation. La direction générale de la météorologie est une direction sous la tutelle du ministère de l'équipement et de l'eau. Donc c'est une direction au sein du ministère, l'administration. Il est chargé de mettre en œuvre la politique nationale concernant la météorologie et le climat. Il est de ce fait chargé de contribuer à la préservation des biens et des services, donc contre les phénomènes météorologiques et climatologiques, et il accompagne des secteurs socio-économiques dans leur développement en leur fournissant des informations météorologiques et des informations climatologiques, des informations qui sont fiables et aux normes internationales. Très bien, justement, c'est la suite c'est ma deuxième question. Il est mentionné sur votre site web, produits et services justement. Oui. Donc ça veut dire que vous fournissez des services justement à des administrations, des organisations privées, éventuellement publiques. Et quel type de services justement vous leur fournissez? Avant de parler des services, l'organisation d'abord, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'organisation, on est une direction générale donc, de la météorologie, après le décret de réorganisation du ministère en 2000 donc c'est devenu une direction générale. On a deux directions, une direction qui s'occupe de tout ce qui est observation météorologique et climatologique, et une autre direction qui s'occupe de tout ce qui est prévision et recherche météorologique. Et nous avons une organisation territoriale, on a 6, je vais vous dire pourquoi je parle de l'organisation territoriale. Donc on a une organisation de 6 directions régionales, et aussi on a une quarantaine de services provinciaux de la météorologie. Oui, nous développons des services et des produits météorologiques qui sont adaptés à nos utilisateurs et pour leur permettre premièrement, de connaître, d'anticiper et de gérer les phénomènes donc, qui peuvent les toucher, des phénomènes donc, météorologiques ou des phénomènes climatologiques. Et ces services et ces produits, donc nous nous basons sur une infrastructure. Donc, je crois qu'on pourrait en parler tout à l'heure de l'infrastructure dont dispose la Direction générale de la météorologie. Donc nous avons une multitude de partenaires, que ce soit
des partenaires publics, mais également des partenaires privés. Donc les services, ça varie entre donc des partenariats par exemple avec des secteurs comme l'agriculture, comme l'eau, comme le tourisme, comme par exemple l'aéronautique, parce que l'aéronautique il utilise beaucoup d'informations météorologiques. Il y a également donc, tout ce qui est transport ferroviaire, de transport maritime. Donc il y a vraiment plusieurs partenaires et plusieurs services donc, qu'on essaie de développer, qu'on développe d'abord au sein de la météorologie, qu'on essaie de développer d'autres secteurs. Donc, et ça dépend donc des besoins. Pourquoi on a une organisation régionale? Parce que l'organisation régionale, ça a commencé, je crois, en 2002. On avait quatre régions, puis ça a évolué en 6 régions. C'est pour vraiment répondre à une demande particulière au niveau régional. Parce que l'information météorologique et climatologique, il faut qu'elle soit adaptée au territoire. Donc c'est dans ce cadre qu'il y a donc toute cette organisation régionale. Il y aurait éventuellement un projet de développement et pour arriver aux 12 régions, une représentation par région. Oui, notre souhait, c'est ça, parce que lorsque ça a été créé, donc les 6 régions, c'était une action pilote pour voir, bon voilà, est-ce que c'est suffisant de travailler avec 6 régions. Mais notre souhait maintenant, c'est vraiment d'être au niveau des 12 régions. Il y a des réflexions. Est-ce qu'on va suivre les régions administratives ou les bassins versants, parce que la météorologie, elle est intimement liée à l'eau, c'est intimement lié donc, à la problématique de l'eau. Et à ce moment-là, donc, il y a beaucoup de réflexions dans ce sens. Il y a des pays qui sont dans cet esprit. Donc la réflexion est là pour au moins couvrir l'ensemble du territoire national, parce que vraiment c'est un besoin pour rester le plus proche possible des utilisateurs. Très bien. Monsieur Saïbé, un rapport a été présenté dernièrement par votre ministre de tutelle, Monsieur Nizar Baraka, à la lumière du rapport annuel de l'Organisation mondiale de la météorologie, qui est une agence de l'ONU. Et ce rapport évoque l'évolution justement du climat et du changement climatique et son effet sur l'économie aussi bien nationale que mondiale, l'impact aussi sur la réalisation des objectifs de développement durable, etc. Pouvez-vous, monsieur Saïbé, nous parler un peu de ce rapport et de ce que je viens de dire et de l'influence du changement climatique sur notre économie nationale, Je voudrais d'abord soulever que la question des changements climatiques est devenue maintenant une réalité au Maroc. Maintenant, tous les rapports qui sortent, que ce soit au niveau du Maroc, que ce soit à l'échelle internationale, ils montrent que vraiment les changements climatiques deviennent vraiment une problématique avec laquelle il faut vraiment s'adapter, travailler, essayer de réduire les émissions qui, bien sûr, ont un impact sur l'atmosphère. Donc, ce rapport, c'est un rapport qui est élaboré chaque année par la direction de la météorologie, comme vous avez dit, en parallèle avec ce que fait donc, l'Organisation mondiale de la météorologie. Le rapport de cette année, donc, il retrace, c'est toujours une année précédente, donc pour le 2023, c'est le rapport de l'année 2022, et il montre vraiment les tendances qu'on a vues jusqu'à maintenant ces dernières années. Il y a des chiffres qui sont très, très, très marquants. L'année 2022, c'est l'année la plus chaude au Maroc depuis plus de 40 ans. Si on prend par exemple la moyenne annuelle des températures, si on prend que par exemple la température, on est à 1,63 de plus par rapport à la normale. Et c'est une tendance mondiale, hein, donc, cette tendance d'élévation de température. L'année 2022 a été également marquée par le fait que 80% des moyennes journalières sont au-dessus de la normale. Donc si on prend vraiment l'ensemble des journées avec le relevé des températures, 80% de ces jours sont au-dessus de la normale. Ça aussi, c'est une caractéristique qui montre que vraiment on est entré dans une phase vraiment de changement climatique. Troisième point, c'est que cette année, également, point de vue température,
on a enregistré 4 records. C'est le mois, le juillet le plus chaud, c'est le mois d'octobre, novembre, décembre le plus chaud. Donc 4 records, donc 4 mois qui sont vraiment les mois les plus chauds, depuis une quarantaine d'années aussi. Ça, c'est vraiment du point de vue température. Si on prend maintenant les précipitations, l'année 2020, si on prend l'année civile entre janvier et décembre, l'année 2022, il se classe 12e dans les années les plus sèches. Mais si on prend l'année agricole, qui est la plus importante, parce que c'est là où il y a les précipitations qui sont les plus utiles, et qui commencent de septembre 2021 jusqu'à août 2022, c'est l'année la plus sèche depuis 60 ans. Si on prend également les 4 dernières années, depuis 2019, 2020, 2021 et 2022, c'est les 4 années consécutives les plus sèches depuis 40 ans. Et c'est dire donc vraiment que cette année, d'année 2022, était une année vraiment exceptionnelle. Ça, c'est à l'échelle marocaine, nationale. Mais si on prend également à l'échelle internationale, l'année 2022 également a été marquée par les 8 dernières années. Donc si on prend les 8 dernières années vraiment jusqu'à 2022, c'est les 8 années les plus chaudes depuis l'ère pré-industrielle. L'augmentation de température par rapport à la moyenne mondiale, elle est de 1,53, 0,53 à peu près. Et si vous prenez par exemple les objectifs de l'accord de Paris qui tablent sur une augmentation de température qu'il ne faut pas dépasser de 1,5, au maximum il ne faut pas dépasser 2, alors maintenant il y a 1, et quelques. Et donc c'est dire que vraiment il faut absolument que l'ensemble de la planète, et on parlera si vous voulez un petit peu de l'impact du changement climatique, il faut que l'ensemble de la planète prenne vraiment conscience qu'il faut agir. Parce qu'on ne peut plus aller vraiment dans ce sens. Il faut qu'il y ait des actions pertinentes pour limiter les émissions. Parce que vous savez que le changement climatique, il est dû à quoi? Ce sont des émissions des gaz à effet de serre. Parce que c'est prouvé maintenant scientifiquement. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de discussions scientifiques. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est dû à l'homme? Etc. Mais on a montré maintenant scientifiquement que l'augmentation de température, la diminution des précipitations, donc les changements climatiques d'une manière globale, elles sont dus à l'intervention de l'homme, donc à l'augmentation des gaz à effet de serre qui... Dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Voilà, dans ce sens. Et donc, bien entendu qu'il y a un impact sur l'économie nationale. Le premier secteur, bien entendu, qui reçoit l'impact le plus important, c'est le secteur de l'eau. Vous savez, on a fait... il y a dans un rapport que le Maroc a présenté à l'ONU, ce qu'on appelle communication nationale, sa 4e communication nationale. Chaque 4 ans, le Maroc présente un rapport, comme tous les pays. Dans ce rapport, c'est montré que durant les dernières décennies, il y a une diminution des précipitations de 16%, qui est une diminution significative, qui a un impact important sur la réduction des ressources en eau. Et on le remarque maintenant, on le voit que vraiment il y a le niveau des barrages diminue, les écoulements c'est moins important qu'avant, on est dans une période de stress hydrique et on s'approche du seuil de la pénurie. Et donc il y a un impact sur le secteur de l'eau. Et si on dit impact sur l'eau, donc c'est obligatoirement un impact sur l'agriculture. Il y a également donc les études ont montré qu'il y a vraiment un impact important sur l'agriculture. Moi je parle du futur, mais il y a également l'impact actuel sur l'agriculture. Si on prend rien que l'année dernière par exemple, il y a une diminution des rendements de à peu près 67%. Qui sont dus donc à cette diminution des précipitations, à cette augmentation de température. Maintenant, lorsqu'on voit les prévisions, les projections futures, aussi parce que ça c'est important pour les décideurs. Bon, en ayant conscience que les changements climatiques, c'est une question actuelle, mais ça va s'aggraver dans le futur. Les études ont montré que la température, elle va augmenter encore au Maroc entre 1 et 3 degrés, selon les régions.
Donc il y a une augmentation de température qui va être opérationnelle. Il y aura une diminution des précipitations. Des précipitations qui vont de 10 jusqu'à 20% par rapport à actuellement. C'est ça ce qui est un peu problématique, c'est que par rapport à l'état actuel, il y aurait donc une diminution également des précipitations qui peuvent, j'ai dit, entre 10 à 20%. Et si on dit 10 à 20%, donc il y a un impact sur l'écoulement et donc sur les apports au niveau donc des barrages, etc. C'est dans ce cadre que donc, le Maroc a pris des dispositions, notamment dans le secteur de l'eau. Il y a le projet des autoroutes de l'eau. Voilà, il y a le projet des autoroutes de l'eau, il y a des projets d'autres barrages, il y a la réutilisation de l'eau, il y a également tout ce qui est économie de l'eau, etc. Donc il y a un certain nombre, bien sûr. Il y a le projet de dessalement qui devient maintenant une nécessité. Donc malheureusement, on a pris du retard au Maroc pour lancer donc ces grands projets. Donc heureusement qu'actuellement, donc avec le ministre actuel, les choses donc ont bougé, on est vraiment dans une phase maintenant de vraiment rattraper un petit peu ce retard et s'adapter le plus à ces problèmes de changement climatique. Très bien. Alors cette problématique, ce que vous venez de parler des solutions qui vont être apportées, je pense que le ministre a avancé l'année de 2030, me semble-t-il, comme année butoir pour résoudre toute cette problématique de l'eau. Et tous ces problèmes-là sont gérés, parce que c'est un problème mondial, dans le cadre de partenariats. Et je voudrais, M. Naïm, que vous me parliez des partenariats que vous avez en tant que direction générale de la météorologie avec aussi bien l'agence de l'ONU, les agences de l'UE, éventuellement des agences subsahariennes, peut-être d'autres continents, parce que c'est un problème mondial. Justement, il faut résoudre ça de manière collégiale et avec un partage de connaissances, un partage de savoir, etc. Parlez-nous, s'il vous plaît, de ces partenariats. Oui, la météorologie, si on ne parle que de la météorologie. Donc, il y a l'Organisation mondiale de la météorologie, qui est une organisation des Nations Unies et qui travaille avec tous les pays. Donc, il est organisé même au niveau régional. Et le Maroc est très actif au niveau de l'OMM. On est membre dans plusieurs organes décisifs de l'OMM, ça premièrement. On a des centres de l'OMM, le centre par exemple des systèmes d'information. On est un centre. Parmi les 14 centres mondiaux, le Maroc est un centre du système d'information de l'OMM. On est également membre et on est un centre régional de l'observation au niveau également de l'OMM. On a un centre pour tout ce qui est étalonnage des appareils, etc. C'est un centre régional au Maroc au niveau de la Direction générale de la météorologie. On est membre de plusieurs organismes européens de la météorologie. On a donc des compétences. Et tout ça, c'est parce qu'on a une compétence vraiment très, très, très importante au niveau des ressources humaines, au niveau de la météorologie nationale. Mais on est de plus en plus un équipement performant, donc à la pointe de la technologie et qui nous permet d'être vraiment, vraiment un leader au niveau régional. Ça, c'est au niveau de l'OMM, mais également et de l'européen. On a des partenariats, aussi bien des partenariats bilatéraux avec, par exemple, des pays comme l'Espagne et la France. On a des partenariats avec des pays africains, on a des partenariats avec des pays arabes. Donc, on essaie un petit peu d'avoir une coopération aussi bien bilatérale que multilatérale le plus dense possible. On fournit beaucoup d'assistance technique aux pays africains, que ce soit dans le cadre de l'OMM, parce que le Maroc, puisqu'il est leader dans sa région, donc il utilise un petit peu le Maroc, les connaissances du Maroc, les infrastructures du Maroc pour faire de l'accompagnement des pays africains, comme ce qu'on fait également à titre bilatéral avec des pays africains, donc pour transférer un petit peu les connaissances. On est à la DGM et au ministère, d'une manière globale, très conscient de la coopération sud-sud, des échanges entre nos pays, donc pour un transfert des connaissances et pour un échange. Très bien. Vous en avez parlé. Vous avez parlé de technologie. Et je voudrais, s'il vous plaît, M. Saïmi, qu'on parle de la Direction générale de la météorologie et de la technologie. Je me rappelle que dans les années 90, la direction avait un supercalculateur créé à l'époque et j'ai cru comprendre que vous avez su garder cette avance technologique. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle qui a pénétré tous les secteurs.
Qu'en est-il du Maroc? Ça, c'est le premier volet de la question. La deuxième volet de la question, est-ce que vous estimez que la technologie est une des réponses pour justement diminuer les impacts du changement climatique? Est-ce que le fait d'introduire de nouvelles technologies pourrait diminuer de l'incidence de ce réchauffement climatique? Bon, d'abord, concernant l'utilisation de la technologie au niveau de la DGM, nous avons toujours travaillé avec les nouvelles technologies au niveau de la DGM parce que c'est un secteur fortement technologique. Lorsqu'on parle par exemple d'un calculateur, d'un supercalculateur, c'est de la pointe de la technologie parce que ça nous permet de faire des opérations qui peut aller jusqu'à... Il y a une puissance de calcul de 1 million, 2 milliards d'opérations par seconde. Et donc ça, c'est la nouvelle technologie. C'est le calculateur le plus puissant en Afrique. Et on a également un système d'observation avec des stations automatiques qui utilisent la technologie. On a un système d'information aussi important. On utilise des modèles aussi, donc des modèles très actuels, et vraiment donc à la pointe de la technologie. Et donc c'est pour dire que vraiment la direction générale, elle est vraiment très engagée sur tout ce qui... Bon, c'est aussi la survie de la DGM. Donc si vous voulez avancer, si vous voulez avoir des services de plus en plus avec une donnée fiable et le plus proche des utilisateurs, il faut que vous développez votre technologie. Et dans ce cas, donc, il y a toute une stratégie donc de développement numérique de la DGM. Donc ça va de l'infrastructure, aussi ça va également dans la relation qu'on a avec les utilisateurs donc, et qu'on utilise bien entendu les nouvelles technologies. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, c'est très important dans la météorologie. Avant on ne l'appelait pas intelligence artificielle au niveau de la météorologie, mais il y a une dizaine d'années que l'intelligence artificielle, sous d'autres appellations, a été introduite dans le système un petit peu de la météorologie. Vous savez, pour faire une prévision, vous avez besoin de beaucoup de technologies. Vous avez besoin de beaucoup de données. Et ces données, vous avez besoin de les traiter, vous avez besoin de choisir, vous avez besoin de voir vraiment quelle est l'information la plus utile, etc. Et vous pourriez parler de big data dans la météo? Oui, bien sûr, on a un data center. On a un data center qui est très développé au niveau de la météorologie, qui est parmi vraiment les data centers les plus importants dans notre pays au Maroc. Parce que vous avez besoin, vous créez beaucoup d'informations, vous avez besoin d'un data center, vous avez besoin d'un supercalculateur et vous avez besoin de modèles et vous avez besoin de l'intelligence artificielle. On est encore timide dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de la DGM parce qu'on a commencé à utiliser donc cette technologie, mais on est amené à aller le plus loin possible dans l'utilisation de la technologie. Et pour ça, on a besoin de moyens, on a besoin de ressources, et on a besoin de ressources humaines aussi pour être vraiment à la pointe. Maintenant, votre deuxième question, c'est est-ce que la technologie peut aider à lutter contre les changements climatiques? Et je vais compléter, si vous permettez, oui. Est-ce qu'elle aide à anticiper les catastrophes naturelles? C'était oui, bien sûr, bien sûr. Ça aide énormément à anticiper les catastrophes naturelles. Parce que, vous savez, avant, lorsqu'il y a de fortes pluies, etc., il y a les inondations et on réagit a posteriori. Maintenant, pour pouvoir anticiper, par exemple, une catastrophe naturelle, en lien bien sûr avec la météorologie, il faut développer des outils. Avec le supercalculateur, avec les modèles qu'on a, on arrive maintenant à faire des prévisions qui sont vraiment quelques heures avant. Ça veut dire ça peut aller jusqu'à une journée, ça peut aller jusqu'à quelques heures pour des phénomènes locaux. La fiabilité de votre domaine est de 3 jours, monsieur Saïdi. La fiabilité est de 3 jours. Voilà. La fiabilité de 3 jours, mais il y a des phénomènes locaux qui peuvent demander une anticipation ou une technologie beaucoup plus poussée avec des radars, etc. Parce qu'elle se développe d'une manière vraiment locale. Et pour ça, vous avez besoin toujours d'une technologie. Donc la technologie, elle est très importante
pour anticiper. Si on n'a pas de technologie, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les modèles, parce qu'on arrive maintenant à une résolution de 1,3 km, si c'est très important. 1,3 km, c'est-à-dire qu'on peut prévoir dans une délimitation géographique la plus locale possible. Et donc ça, on arrive au Maroc à le faire actuellement. Et ça, c'est à l'aide donc de cette technologie et à l'aide des ressources humaines dont dispose la météorologie. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que la technologie peut aider? C'est ça. Voilà, peut participer. Peut participer, bien sûr qu'il peut participer. D'abord, parce que qui dit changement climatique dit phénomène extrême. Et qui dit phénomène extrême, il faut une anticipation. Et pour pouvoir anticiper, il faut qu'il y ait une technologie qui vous permet de le faire. D'ailleurs, il y a une résolution, il y a même une stratégie qui a été adoptée dernièrement dans la conférence mondiale de l'OMM et qu'on appelle alerte précoce pour tous. Et cette alerte précoce pour tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne, à n'importe quel point dans le monde, doit avoir l'information fiable et à temps pour pouvoir anticiper. Et donc ça, pour pouvoir le faire, il vous faut une technologie importante. Donc, heureusement, le Maroc, il est à l'avant-garde, mais il y a énormément de pays, beaucoup de pays en voie de développement qui n'ont pas cette capacité de prévoir, etc., cette capacité technologique. Donc voilà, la technologie, premièrement pour l'anticipation. Premièrement. Deuxièmement, la technologie, il vous permet également, dans un système climatique qui est en perpétuel changement, de développer des scénarios à long terme. Ça nous permet également, par exemple, avec les municipalités ou avec les régions, de développer des scénarios pour étudier leur vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Donc ça, on le fait à travers donc, toute l'infrastructure, tous les modèles qu'on développés à l'échelle internationale, mais également développés au sein de la DGM. Donc ça, c'est la partie technologique, mais ce n'est pas suffisant, la partie technologique. Technologique aussi, lorsqu'on parle de lutte contre le changement climatique, il y a une partie en relation avec tout ce qui est s'adapter à ces changements, mais il y a une partie en relation avec ce qu'il faut faire pour lutter contre les causes de ce changement climatique. Et tout ce qu'on fait, par exemple, dans l'énergie, dans l'industrie, dans l'automobile et tout ça, donc pour limiter les émissions, c'est les technologies, c'est les nouvelles technologies. Et la bataille de demain, concernant le changement climatique, c'est une bataille sur vraiment la technologie. Ceux qui auront la technologie bas carbone, ceux qui auront les technologies pour vous permettre de s'adapter au changement climatique, ce sont les pays qui auront leur mot à dire dans l'avenir, donc dans l'économie internationale de demain. Très bien. Monsieur Abbé, je voudrais à présent parler de la Direction générale de la météorologie et sa politique de communication. Mais tout d'abord, je voudrais que vous nous disiez votre site web ou les sites web qui sont sous votre tutelle. Quel est le site web de la direction, ou les sites web dans lesquels on peut avoir des informations concernant votre travail? Il y a d'abord la plateforme de la météo, donc marocmeteo.ma. Donc ça, c'est une plateforme générale, publique, il est ouvert donc au public, où il y a des prévisions jusqu'à 5 jours dans plusieurs villes du Maroc. Et il y a des alertes, parce que l'alerte, c'est un service public qu'on fait donc, pour alerter, donc la vigilance, etc. Et il y a également des données climatologiques. Donc ça, c'est au niveau de la plateforme, plus bien sûr tout ce qui est actualité en relation avec la météorologie. Donc ça, c'est le site principal de la météo, Maroc Météo. Il y a également un site qui est dédié à la vigilance. Donc vigilance.marocmeteo.ma. Vigilance.marocmeteo. Toujours marocmeteo.ma. Donc, et on change l'appellation avant. Et donc la vigilance, il donne les alertes météorologiques et il vous donne également des cartes de vigilance. Et ces cartes de vigilance sont des cartes aussi pédagogiques parce qu'il y a des couleurs.
savez, la couleur, par exemple, rouge, c'est dangereux. La vigilance orange, il faut vraiment prendre les dispositions. Jaune, il faut être à l'attente. Et vert, donc il n'y a pas de problème. Donc il y a des cartes comme ça qui montrent un petit peu la vigilance. Donc ça, c'est le site Vigilance. Il y a également un site qui est dédié à nos partenaires, Extranet, Maroc Météo. Un accès privé, avec un accès privé, j'imagine. Et ça, oui, ça c'est privé, ça c'est pour les clients. Et leur fournit donc les données en fonction de leur abonnement, parce qu'il y a des abonnements donc, spécifiques à chaque client. Donc ça, il y a également un site qui est spécifique à l'aéronautique. D'accord. À l'aéronautique, parce que l'aéronautique, ça constitue vraiment un usager extrêmement important pour les services météorologiques. Et ce site, il est dédié donc, aux pilotes, aux aéroports, etc. Donc, ils ont toute l'information en relation avec un accès privé également. Oui, c'est privé, mais on a un contrat, un partenariat avec l'Office des aéroports. D'accord. Et donc, eux, par obligation, parce que vous avez l'obligation de donner la météorologie à l'ensemble, au profit de la navigation aérienne, et nous, on a un partenariat avec l'Office des aéroports. Et dans chaque aéroport, il y a une station automatique qui appartient à la météo et qui fournit donc les informations en temps réel, 24 heures sur 24, pour l'ensemble donc, de la navigation aérienne. Très bien. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux également? Ah oui, bien sûr, on est présent, pas comme on veut, donc on va les développer davantage au niveau parce qu'on estime que vraiment la météorologie n'est pas assez connue chez la population. Donc il faut qu'ils connaissent un petit peu ce qu'on fait. D'abord, on fait beaucoup de visites. Il y a beaucoup de visites qui viennent au niveau de... Justement, j'allais vous en parler. Voilà, donc il y a beaucoup de... Alors, quel est l'objectif de ces visites? J'ai vu qu'il y avait aussi des visites d'élèves, d'étudiants, etc. Alors, c'est quoi l'objectif derrière ces visites? Oui, l'objectif, il est pédagogique. Donc, vous savez, les élèves de maintenant sont les décideurs de demain. Exact. Et donc, si vous leur inculquez dès maintenant la problématique du changement climatique, la problématique des phénomènes extrêmes, etc. Donc ça va être ancré dans leur cerveau. Donc on leur fait des démonstrations, on leur montre les infrastructures dont dispose la DGM et ils sont souvent impressionnés. Et on fait même des démonstrations, on leur montre voilà comment des satellites, comment ça marche, etc. Et ce n'est pas uniquement pour les élèves, il y a également pour les étudiants, il y a également pour les élèves, par exemple, les chercheurs aussi. Donc il y a énormément de visites dont l'objectif est de leur montrer un petit sensibilisation. Sensibilisation, communication aussi, etc. Et vraiment l'impact est très important. Il y a énormément de demandes. Si on accepte toutes les visites, alors comment ça se passe quand il y a un établissement scolaire qui a envie de faire une visite? Il fait une demande. Il y a un formulaire de contact sur le site? Oui, on a une division qui s'occupe donc de tout ce qui est communication. Et donc, ils contactent la division de la communication. On a un planning et on les intègre dans le planning. Et donc, toutes les institutions, etc., ils peuvent demander une visite au niveau de la DGM. Très bien. Avant de finir, M. David, j'ai envie de vous poser cette question. Vous en avez parlé, mais je voudrais que vous reparliez de ça parce que c'est important. Comment évaluez-vous le danger du changement climatique? Parce que même en parler, ce n'est pas suffisant. Il faut rappeler ça à chaque fois. Pouvez-vous nous dire en quelques mots les dangers que court le Maroc et toute la planète par rapport à la non-prise de conscience de cette réelle problématique de changement climatique? Vraiment, les changements climatiques, moi j'ai travaillé dans les changements climatiques depuis une dizaine d'années. Donc je vois l'évolution un petit peu de la prise de conscience. Et vous avez été à plusieurs COP, hein, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, dans les COP, etc. Donc au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, on était chargé de plusieurs programmes climat au Maroc. Il y a une quinzaine d'années, ou même il y a 10 ans, il y avait une prise de conscience, mais vraiment une prise de conscience qui se fait petit à petit. Donc je me rappelle très bien, lorsqu'on contactait des secteurs qui sont normalement impactés ou qui peuvent être impactés par les changements climatiques, ils ne prenaient pas vraiment au sérieux donc le danger dans votre démarche. Maroc. Voilà, les démarches. Heureusement qu'actuellement, le Maroc a pris vraiment conscience. Le danger est là.
j'ai parlé tout à l'heure de l'année 2022 pour montrer que l'année la plus sèche, les records, etc. L'impact, il est sur tous les secteurs. Parce que l'impact le plus important sur l'eau, il est au centre de toute l'économie nationale. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est la vie. Le danger, donc, il est là, donc l'impact sur les ressources en eau. Le danger est là parce que si on n'arrive pas à s'adapter, parce que c'est ça le problème, on est un pays qui n'émet pas beaucoup. Comme tous les pays en voie de développement, donc on n'est pas vraiment... On n'est pas responsable de ce qui se passe. On n'est pas responsable de ce qui se passe. J'ouvre une parenthèse sur ce point, sur oui. On n'est pas responsable, parce que je me rappelle, il y a aussi une dizaine d'années, lorsqu'on présente à certains secteurs économiques du Maroc l'opportunité du changement climatique, parce qu'on leur a dit que le changement climatique, ce n'est pas uniquement une problématique, mais c'est également une opportunité. C'est une problématique pour s'adapter, c'est vrai, parce qu'on ne peut rien faire. Vous avez l'impact du changement climatique, il faut s'adapter. Donc il faut adapter les cultures, il faut faire des projets, des programmes comme le dessalement qui a pris tellement de retard. Il faut faire énormément pour s'adapter. Ouais, donc ça, des consommations. À la rigueur, il faut s'adapter. Mais vous pouvez également saisir l'opportunité du changement climatique. Et c'est quoi l'opportunité? Vous savez, maintenant, tout le monde parle d'une économie bas carbone. Une dizaine d'années, lorsque les gens parlaient de l'économie bas carbone, c'est comme vous parlez dans les nuages. C'est devenu une réalité. Économie bas carbone, c'est l'économie de demain. Donc, les pays qui ne prennent pas des dispositions pour décarboner leur économie, ce sont des pays qui vont rester à la traîne. Là où on va rester également des pays qui sont en voie de développement, etc., alors qu'on pourrait vraiment à la pointe de technologie, parce que ce sont des technologies qui sont en train d'être montées, etc. Et si on augmente notre capacité technologique pour vraiment intégrer cette économie bas carbone, on sera donc un pays avec une économie avancée dans les prochaines années. D'ailleurs, même au niveau, par exemple, de nos échanges commerciaux, avec l'Union européenne essentiellement, par exemple, il y a maintenant des barrières qui commencent etc. Il y a des taxes carbone, etc., qui pourraient impacter notre économie. Ça, c'est un danger aussi. Parce que pour voir le danger, ce n'est pas uniquement la pluie qui ne tombe pas, la température qui augmente, les vagues de chaleur avec l'impact sur la santé, etc. C'est que on ne prend pas beaucoup en considération, parce que les vagues de chaleur deviennent de plus en plus importantes, donc l'impact sur la santé, mais il y a également l'impact sur l'économie. Et ça, c'est un danger économique. Donc le danger, il est de tout le côté du changement climatique, d'où l'importance que les pouvoirs publics prennent cette problématique d'une manière sérieuse et qu'elle soit intégrée dans tous les secteurs. Le changement climatique, ce n'est pas une affaire d'un département ou d'un secteur, c'est une affaire de tout le monde. Donc les secteurs économiques, les départements ministériels, donc toutes les stratégies sectorielles doivent intégrer la problématique des changements climatiques. Le citoyen aussi, il faut qu'il intègre dans son esprit l'impact du changement climatique pour économiser de l'eau, pour se déplacer d'une manière durable, pour utiliser des technologies aussi pour l'électrique, pour économie de l'électricité, etc. Donc, c'est-à-dire toute la chaîne, il faut de citoyens jusqu'à décideurs, il faut que cette problématique du changement climatique soit prise en considération. On est aussi impacté par la migration due au changement climatique, parce qu'on reçoit beaucoup aussi de migrants, c'est des gens qui souffrent aussi d'insécurité alimentaire. Dieu merci, au Maroc, on n'a pas ça, mais il y a d'autres pays subsahariens justement qui souffrent de ces deux fléaux, justement, et le Maroc est obligé de recevoir ces personnes-là. Aussi au Maroc, il ne faut pas que la migration entre des pays vers le Maroc ou vers les pays européens, parce que c'est vrai, il y a ce problème de changement climatique, mais lorsqu'il y a une pénurie d'eau, par exemple, ou une stress d'eau, il y a également des mouvements de population à l'intérieur du royaume, des régions les moins
les moins dotés en ressources en eau vers les régions où il y a plus de ressources, etc., parce que les personnes perdent leur source de vie. Exact. Et puis il y a aussi, en préparant cette émission, j'ai lu qu'il y avait aussi un effet sur le moral des gens. Le changement climatique peut aussi créer des troubles mentaux, etc., etc. On n'a pas idée des impacts de cela, effectivement. L'impact il est général et aussi l'impact pourrait être aussi positif, parce que la pluie tombe, vous savez que le Marocain, il est très bien, même s'il n'est pas agriculteur, il est vraiment... Voilà, donc l'impact, il est aussi positif si il y a par exemple donc, une amélioration, mais aussi l'impact est négatif, bien sûr, c'est vrai sur les esprits, etc. Très bien. Monsieur Savé, on arrive à la fin de cette émission et il est d'usage de laisser le dernier mot à l'invité. Monsieur Savé, vous avez la caméra en face de vous. Quel sera vos derniers mots? On a beaucoup parlé des changements climatiques. C'est une problématique qui me tient beaucoup à cœur. C'est vrai par des formations professionnelles, mais c'est une problématique réelle. J'aimerais bien vraiment que mon pays prenne vraiment cette problématique d'une manière vraiment intégrée et tout ça, parce que vraiment, il en va de la survie de notre pays donc pour les prochaines années. Pour le secteur dont je suis en charge actuellement, nous sommes d'ailleurs, il faut le souligner, qu'on a une infrastructure qui est assez développée, on a des ressources humaines qui sont vraiment très à la pointe. Nous voulons aller plus loin. Nous sommes en train de développer une nouvelle stratégie à l'horizon 2035 avec une nouvelle vision. Nous voulons être au même niveau que les pays sud-méditerranéens parce qu'on a les moyens, au moins moyens ressources humaines qualifiées, donc moyennant d'autres moyens et ressources financières, on peut vraiment aller dans ce sens. Et nous voulons développer vraiment les services météorologiques à beaucoup plus de services. D'ailleurs, on organise à la fin de juin, début juillet, un grand événement sur le service météorologique, en invitant d'autres pays aussi qui peuvent donc s'adjoindre à nous. Et l'objectif, c'est de montrer qu'il y a des services qu'on ne développe pas encore et qu'on pourrait développer. Et notre objectif, c'est de répondre le plus possible vraiment à tout le secteur économique, aux citoyens, pour vraiment être vraiment à la hauteur et répondre à leurs besoins. Monsieur Al-Saïd, merci beaucoup pour cet échange fort instructif. Je rappelle que vous êtes directeur général de la météorologie nationale. Madame, Monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à une autre prochaine émission. Au revoir.